Bonjour Ilyes Zouhari, qui êtes-vous? Bonjour. Donc, je vous remercie pour m'avoir invité déjà. Alors, je suis un chercheur indépendant, si on peut dire, qui s'intéresse beaucoup aux questions politiques, aux questions économiques, aux questions géopolitiques, aux questions démographiques également, mais avec un intérêt particulier pour le monde francophone, qui est un espace stratégique pour notre pays, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Et je m'y intéresse dans ces différentes dimensions économiques, démographiques, culturelles, politiques. Et j'ai publié donc pas mal d'articles, de rapports en la matière. J'ai d'ailleurs créé il y a quelques années, en 2018, le CERMF, qui est le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, qui a pour objectif, justement, de faire la promotion de cet espace, de faire des travaux de recherche assez poussés, de produire des statistiques qui font cruellement défaut en la matière, que ce soit des taux de croissance globaux, régionaux, croissance démographique, population générale, taux d'endettement, taux d'inflation, ou même certaines statistiques qui concernent aussi l'Union européenne, comme par exemple la part de marché de la France dans les pays de l'Union européenne, dans les pays de l'Europe de l'Est, membres de l'Union européenne, les 13 pays d'Europe de l'Est et orientale, pour juger de la pertinence des aides financières considérables que nous allouons à cette partie du continent européen. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous ou non? Voilà. Et curieusement, c'est une statistique, ce sont des statistiques, celles relatives à la part de marché de la France en Europe de l'Est, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, nulle part, curieusement. Donc, je m'intéresse également à la chose politique naturellement, parce que qu'on le veuille ou non, c'est par la politique qu'on peut vraiment faire avancer les choses. J'ai commencé d'ailleurs il y a fort longtemps à m'intéresser, même à militer d'ailleurs. J'avais même été en 2011 mandataire financier, donc trésorier en gros d'un candidat aux élections cantonales, donc en Seine-Saint-Denis. À l'époque j'étais à l'UMP, un parti soi-disant gaulliste, mais que bon, j'ai assez rapidement quitté parce que bien évidemment il ne l'est pas. J'ai aussi, il y a 2 ou 3 ans, intégré l'équipe de France Souveraine, qui était à l'époque dirigée par M. Bigot, qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. J'y ai créé et dirigé le pôle géopolitique et relations internationales, mais j'ai dû, hélas, quelques temps plus tard, quitter cette formation lorsque il a été décidé qu'il ne fallait plus appeler à la sortie de l'Union européenne. Voilà, pour des raisons, entre guillemets, tactiques, voilà, qu'en réalité, tous les responsables étaient vraiment convaincus de la nécessité d'en sortir. Et à mon avis, c'est une grave erreur de ne pas défendre une idée à laquelle on croit réellement. Voilà. Justement, deuxième question, vous avez signé notre pétition appelant à un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Pourquoi l'avoir fait? Alors, je l'ai fait parce que déjà, la question du référendum, l'idée d'un référendum, c'est une belle chose. Hein, surtout quand on est gaulliste, comme j'essaye de l'être, ça me fait toujours un petit peu sourire quand je le dis, puisque je sais très bien que la majorité des gens, la quasi-totalité des gens qui le disent ne le sont pas. Tout le monde est gaulliste aujourd'hui, mais personne ne l'est réellement, pratiquement. Donc moi, j'essaye en tout cas de l'être vraiment. Et puis, donc, si je souhaite un référendum pour la sortie de l'Union européenne, c'est parce que je me suis bien rendu compte au fil du temps que l'Union européenne ne fait que nous affaiblir, l'appartenance de la France à cet ensemble nous affaiblit, et que ça ne changera jamais. C'est-à-dire que c'est structurel, ce n'est pas ponctuel, c'est un affaiblissement structurel, ça ne changera jamais. Pour la simple raison que lorsqu'on appartient à un groupe qui est composé de différents membres aux intérêts divergents, aux spécificités culturelles différentes, et aux économies différentes et aux intérêts divergents, ou un groupe auquel font partie des membres qui sont plus ou moins soumis aussi à des puissances extérieures aux intérêts européens, qui ne veulent pas, extérieures à l'Union européenne plutôt, qui ne veulent pas forcément le bien des pays de l'Union européenne, et bien forcément ça ne peut pas fonctionner. Parce que on ne peut jamais faire avancer les choses, on ne peut jamais prendre de décisions importantes, faire de grands projets, des projets d'avenir, parce qu'à chaque fois qu'on veut avancer, il faut toujours avoir l'accord des autres. Donc il faut toujours faire des concessions. C'est comme dans un couple. Voyez-vous, dans un couple, on est déjà deux. C'est déjà parfois assez difficile. Il faut faire des concessions. Chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, etc. Alors imaginez-vous dans un groupe aussi nombreux de 27 personnes.
Voilà, où c'est comme dans une équipe de football. Si vous êtes dans une équipe de football avec une dizaine de membres, plus le gardien de but, ça fait 11. Hein, imaginez que ce soit une équipe dont les joueurs n'aient pas tous pour objectif de gagner. Certains oui, pas d'autres. Voilà, à ce moment-là, il n'y a aucune chance d'avancer ensemble. Voilà. Mais, et donc forcément, à force de devoir faire des concessions, et ben pour finir, il reste pratiquement plus rien. On ne réussit à rien faire. Et ça, c'est un problème qui existera toujours, quel que soit le mode de prise de décision. Quel que soit le type de vote, que ce soit un vote à la majorité ou à l'unanimité. Si c'est un vote à l'unanimité, alors là, on ne peut rien faire pratiquement, puisque c'est presque impossible d'avoir l'unanimité pour faire des grands projets d'avenir, parce que par définition, un grand projet d'avenir, c'est un projet qui est coûteux, donc ça déplaît à certains. C'est un projet qui va froisser tel ou tel pays ou telle puissance extérieure qui a de fortes influences sur des pays membres de l'Union européenne qui voteront alors pour elle plutôt que de voter pour l'Union européenne. Donc au final, on arrive à rien faire. Voilà, et donc c'est pour cette raison que je pense qu'il faut en sortir. Quelles sont les conséquences de l'Union européenne sur votre vie quotidienne, sur vos activités professionnelles? Alors, déjà l'Union européenne, c'est un ensemble qui nous affaiblit économiquement. Donc forcément, ça a des répercussions plus ou moins importantes sur chacun de nous. Même si j'ai la chance de ne pas faire partie de ceux qui sont le plus touchés, hein, d'un point de vue financier, par les conséquences dramatiques de l'Union européenne sur notre pouvoir d'achat, sur notre économie, l'emploi, la désindustrialisation, etc. Ce qui ne veut pas dire que je ne dois pas être solidaire sur la partie des Français qui souffrent, bien entendu, et qui sont de plus en plus nombreux. C'est notre devoir d'être solidaire vis-à-vis de tous les Français, même si on n'est pas personnellement parmi les personnes les plus touchées. Et deuxièmement, moi qui m'intéresse beaucoup à la francophonie, au monde francophone, donc au rayonnement de la France dans le monde, à sa présence dans le monde, ça me fait beaucoup de peine de voir la France s'effacer de plus en plus du reste du monde, même dans les pays francophones à l'étranger, à cause de son appartenance à l'Union européenne, qui l'empêche de pouvoir se déployer comme il le faudrait à l'extérieur, au niveau financier ou autre. Ça me fait beaucoup de peine, et ça me fait d'ailleurs doublement de la peine, puisque quand on laisse le champ libre à l'étranger pour d'autres puissances, eh ben, ce n'est pas forcément une bonne chose pour les pays en question, pour les pays concernés dans lesquels nous avions une place importante. Puisque si vous regardez les Chinois, les Russes, les Turcs ou autres, leur manière de se comporter, par exemple en Afrique, vis-à-vis des Africains, c'est pas toujours très joli. Voilà, donc ça fait un petit peu de peine quand même. Quand avez-vous cessé de croire en l'Union européenne? En fait, j'ai jamais vraiment cru, mais disons que pendant pas mal de temps, j'étais plutôt pour y rester, en pensant que l'on pourrait la réformer en profondeur de l'intérieur. Et puis j'ai fini par comprendre que c'était pas possible, et que même si par miracle, on réussissait à la réformer en profondeur, parce que déjà, ça c'est déjà très difficile, puisqu'il faut avoir la majorité au moins des membres, etc., etc. C'est archi compliqué. Mais même si par miracle on réussissait à le faire, eh bien ça ne changerait rien. Pour la simple raison que dès le lendemain, vous auriez ces puissants lobbies européistes, financiers, politiques ou autres, eh bien, qui se mettraient à pied d'œuvre pour commencer à détricoter tout ce qui aura été acquis. On l'a vu avec le référendum de 2005, on a voté contre. 3 ans plus tard, on a fait le référendum de Lisbonne, et ainsi de suite. On le voit aussi, par exemple, avec le Mercosur ou l'accord de libre-échange TAFTA. Il y a le Parlement européen qui le suspend, mais peu importe, on le fait quand même. On commence déjà à l'appliquer. Voilà, donc en fait, et puis il y a des lobbies très puissants, notamment au niveau dans les médias et dans la politique. Et je pense que même si on devait pouvoir la réformer, ça ne changera rien, puisqu'on finira toujours par perdre tout ce qu'on aura acquis. Donc, pour finir, je dirais que l'Union européenne, c'est un environnement un petit peu toxique pour nous. C'est-à-dire qu'en y étant, on doit toujours être sur nos gardes, toujours être vigilant, toujours être méfiant, toujours se battre pour défendre nos intérêts. On est toujours dans une sorte d'anxiété, de stress permanent. C'est toxique pour nous et ce n'est pas normal. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas être plus fort en étant dans un environnement qui est toujours toxique et source de stress pour nous. Voilà. Si vous deviez en choisir 3, quelles sont les critiques que vous adresseriez à l'Union européenne?
3 plus grandes. Ben, 3, déjà, vous êtes bien gentil, parce qu'à mon avis, on a bien plus que ça. Mais disons que, déjà, c'est antidémocratique pour faire vite. C'est antidémocratique, bien évidemment. On ne décide pas de nos politiques économiques, sociales, budgétaires, etc. C'est antidémocratique aussi parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a une certaine dictature au niveau médiatique. Comme vous le constatez depuis des années, on ne peut publier aucun article dans la presse en France qui demande explicitement la sortie de l'Union européenne. C'est assez curieux, en tout cas dans les grands médias. C'est assez... deuxièmement, c'est une zone... ce n'est pas une zone économique optimale, tout le contraire, c'est une zone plutôt d'inefficacité économique, c'est même, pour être un peu plus méchant, une zone de médiocrité économique, puisque c'est la seule zone au monde qui connaît une croissance régulièrement nulle ou quasi nulle. Donc en fait, ça ne nous renforce pas du tout, c'est tout le contraire. Et troisièmement, c'est un carcan mental, l'Union européenne. Ça, on n'en parle pas assez, parce que c'est un carcan mental, parce que ça nous empêche, ça rétrécit nos horizons de pensée plutôt que de les élargir. Et ça inculque un sentiment d'impuissance également. Ça rétrécit nos horizons parce que ça nous oblige à consacrer l'essentiel de notre temps au niveau chez les politiques à l'Union européenne. 80% du temps des politiques est consacré à l'Union européenne, etc. Tout ça est tout absolument ridicule, surtout pour un pays comme la France, qui a une place, un rang à tenir dans le monde. Depuis qu'on est dans l'UE, on ne cesse de nous parler de l'Union européenne, de se comparer d'ailleurs de plus en plus aux pays européens plutôt que de se comparer au reste du monde. On pourra développer ça après si vous voulez. Voilà. Et donc, ça nous empêche aussi de pouvoir investir autant qu'on le voudrait dans des zones de forte croissance dans le reste du monde, notamment dans l'espace francophone, ce qui n'est pas bon pour nous. Et puis, ça inculque un sentiment d'impuissance parce que l'Union européenne, empêchant depuis qu'elle existe, depuis une trentaine d'années, tout projet grandiose, tout projet d'envergure, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, chez énormément de Français, notamment chez les plus jeunes, qui n'ont jamais vu la France et l'Union européenne faire des grands projets qui font rêver, qui font avancer l'humanité, qui ne les voient être accomplis, être réalisés qu'aux États-Unis ou en Chine, eh bien, ils s'imaginent qu'on ne peut pas les faire. Ils s'imaginent forcément que s'il y a quelque chose, un grand projet technologique, spatial ou autre, c'est forcément américain ou chinois, et nous, on ne peut rien faire. Et ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que voilà, on n'a plus d'ambition par la suite. Et c'est très grave. Voilà. Pourquoi faudrait-il passer par un référendum ? Un référendum déjà, parce que, disons, pour deux raisons. Il y a déjà par nécessité politique et puis par pédagogie. Par nécessité politique parce que forcément on est dans un environnement politique qui est hostile, la plupart de la classe politique, en tout cas ceux qui nous gouvernent, qui se succèdent au pouvoir depuis longtemps, sont pour l'Union européenne. Donc, si on veut en sortir, il faut passer par le référendum. Et puis, deuxièmement, par pédagogie, parce que, malheureusement, il y a eu un tel matraquage, un tel lavage de cerveau réalisé depuis plusieurs années, depuis 30 ans ou plus, au profit de l'Union européenne, que vous avez aujourd'hui, hélas, une partie significative de la population française qui est convaincue que l'Union européenne est bénéfique pour la France. Certes, ils auront pas mal de critiques à lui adresser, mais ils sont convaincus que c'est bénéfique pour notre pays. Et donc, il y a un vrai travail de pédagogie à faire, parce que si on devait sortir de l'Union européenne sans référendum, si par miracle on devait avoir des dirigeants qui veulent le faire, eh ben, ça créerait un certain choc chez une partie de la population française, celle qui est convaincue du côté bénéfique de l'Union européenne. Voilà. Quelles sont, selon vous, les 3 premières décisions à prendre une fois sorti de l'Union européenne ? Alors, il y aura beaucoup de décisions à prendre. Certaines seront un petit peu complexes et prendront pas mal de temps à mettre en œuvre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au début, il faudra bien entendu, pour ne pas faire perdre de temps à notre économie, pour ne pas la pénaliser, il faudra négocier des accords commerciaux avec pas mal de pays dans le monde, à commencer par les pays avec lesquels on a signer des accords de libre-échange en étant dans l'Union européenne. Mais sauf que cette fois, il faudra négocier ces accords sur de bonnes bases, sur des nouvelles bases, qui seront plus intéressantes pour nous, exactement comme le fait déjà le Royaume-Uni maintenant, ou comme le fait la Suisse, ou la Corée du Sud, le Japon et tous les autres pays du monde.
Il faudra aussi, je pense, faire une liste de toutes les normes européennes que nous avons intégrées au cours des dernières années et décennies, même celles d'ailleurs dont on a fini par oublier l'origine européenne. Voilà, et ça facilitera, ça rendra beaucoup plus fluide les choses, le fonctionnement de notre économie, notre compétitivité. Et puis, il faudra prioriser l'espace francophone dans notre politique d'aide au développement. Alors, bien évidemment, il y a plein d'autres choses à faire. Hein. Il faudra reprendre le contrôle d'un certain nombre de domaines stratégiques, comme production d'électricité, etc. Mais en tout cas, ce sont les 3 mesures que j'ai indiquées, c'est peut-être font partie des prioritaires, je pense. Voilà. Et comment voyez-vous évoluer la France si nous venions à rester dans l'Union européenne, justement? Ben, il y a, comment dire, il y a un risque de déclassement, même un risque très élevé, hein, de déclassement, d'effacement sur la scène internationale, d'effacement économique. L'Europe nous affaiblit, nous appauvrit, de déclassement géopolitique, de déclassement militaire. D'ailleurs, tous ces éléments sont liés les uns aux autres. Hein. Si on a une faible économie, on ne peut pas avoir une armée forte. Et si on n'a pas d'armée forte, on ne peut pas se faire respecter. Et on peut même moins défendre nos territoires lointains, les dom-toms, par exemple, dans un monde qui est de plus en plus dangereux, entre guillemets. Voilà. Et puis, au niveau social, il y a un risque, ça fait peser de lourdes menaces sur notre cohésion nationale. Parce que la cohésion nationale, ça vient en bonne partie de la fierté d'appartenir à un pays. Et pour être fier d'appartenir à un pays, et surtout d'ailleurs, quand on est dans une société comme la nôtre, dont une bonne partie des habitants ont des origines diverses. Donc à ce moment-là, c'est encore plus important d'avoir ce sentiment de fierté, d'appartenir à cette nation. Et pour être fier, c'est simple. La fierté, ça vient des réalisations accomplies dans le passé, mais ça vient aussi en bonne partie des réalisations accomplies dans le présent, et celles qui sont projetées. Or, l'Union européenne nous empêche de faire quoi que ce soit de grandiose. Depuis que l'Union européenne existe, il n'y a plus aucun grand projet qui a été fait en Europe. Airbus, Ariane, tout ça a été fait avant l'Union européenne. Depuis, c'est impossible. Pour les contraintes budgétaires, l'accord de tous, l'unanimité ou la majorité, tout est impossible. Et donc, on ne peut plus rien faire de grandiose. Et donc, on n'a plus cette capacité à faire rêver les gens, à leur donner cette fierté d'être français. Et ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves sur notre cohésion et qui peuvent même conduire à terme sur l'éclatement. Surtout dans une société comme la nôtre, où il y a pas mal de gens d'origine étrangère. Merci M. Zouari pour vos réponses à ces questions. Nous rappelons à tous nos abonnés et aux personnes qui nous suivent que vous avez publié un petit dictionnaire du monde francophone que nous vous invitons à vous procurer. Nous allons passer à la partie entretien maintenant, qui va être une partie beaucoup plus libre et consacrée surtout donc au monde francophone qui est votre spécialité. Vous l'avez dit, vous êtes spécialiste, en tout cas vous êtes passionné du monde francophone et vous en avez fait le cœur de vos études quotidiennes. Vous avez simultanément une position, on va dire, sans aller jusqu'à europhobe, parce que je n'aime pas psychiatriser la question, mais en fait vous êtes hostile à l'Union européenne, et vous estimez que dans l'articulation Union européenne, monde francophone, c'est-à-dire dans les 2 phases de la pièce France, enfin en tout cas que la France a voulu se doter, c'est-à-dire à la fois son appartenance à une organisation européenne et son appartenance au monde francophone, notamment une organisation francophone, dont vous allez probablement en parler, vous estimez que la France doit faire un choix et que d'une certaine manière, faire le choix de l'Union européenne, c'est la couper de ses liens avec le monde francophone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point ? En fait, la France n'a jamais été aussi forte dans toute son histoire que lorsqu'elle s'est intéressée autant au reste du monde qu'à l'Europe. Sinon plus au reste du monde qu'à l'Europe, mais au moins autant. À chaque fois dans son histoire qu'elle s'est intéressée surtout à l'Union européenne, ou en tout cas à l'Europe, à l'époque ça n'existait pas l'Union européenne, elle a fini par le payer très cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a perdu l'Amérique du Nord, par exemple, parce qu'on ne s'y est pas du tout intéressé pendant 150 ans, alors que les Anglais, proportionnellement, mais hors dépenses militaires, s'y investissaient 30-40 fois plus, proportionnellement. Il faut oublier que les Anglais à l'époque, le Royaume-Uni était 3 fois moins peuplé que la France dans ses frontières actuelles.
hein, et pourtant ils ont fait beaucoup plus d'efforts pour nous, pour peupler le Nouveau Monde. Bon. Et donc nous devons nous intéresser au moins au reste du monde qu'à l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe, l'Union européenne, telle qu'elle est devenue, et nous empêche de nous intéresser au reste du monde, et en particulier à l'espace francophone, qui est un espace stratégique et multidimensionnel pour nous, économiquement, politiquement, économiquement parce qu'il y a un retour sur investissement qui est considérable, considérablement plus important dans cet espace qu'en Europe. Toutes les études démontrent bien que les échanges économiques sont beaucoup plus importants entre pays qui partagent une langue commune qu'entre des pays qui n'en partagent pas. Je peux donner l'exemple très simple des touristes québécois, qui sont 4 fois plus nombreux proportionnellement à venir en France et y dépenser que les touristes américains. Voilà, ça c'est une bonne illustration de l'impact du lien linguistique, de l'impact économique du lien linguistique. Voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'investir dans l'espace francophone qu'ailleurs, au niveau géopolitique aussi, bon, et on pourra développer ça plus tard. Et d'autant plus qu'il y a des taux de croissance très élevés, il y a beaucoup de dynamisme dans l'espace francophone. Mais malheureusement, notre appartenance à l'Union européenne nous empêche de le faire et nous coupe même de l'espace francophone pour 2 raisons. Il y a une raison directe qui consiste à nous empêcher de consacrer les sommes financières, les montants nécessaires aux aides publiques au développement dans l'espace francophone, à cause de notre contribution au budget de l'Union européenne. On reviendra sur cette voilà. question des aides Et publiques. deuxièmement, ce qui fait que l'Union européenne est la principale bénéficiaire des aides de développement en réalité. Et deuxièmement, de manière indirecte, parce que pour rester dans l'Union européenne, eh ben, les européistes s'acharnent à vouloir dévaloriser la France aux yeux des Français. Il faut faire croire que la France est petite, qu'elle est toute seule, que ce n'est pas une grande puissance, que ce n'est pas un pays qui a une dimension mondiale. Et donc, il faut tout faire pour leur faire oublier l'existence de l'espace francophone. Et c'est là qu'on en vient à la censure incroyable qui existe en France sur tout ce qui est francophone pratiquement. Les Français ne savent plus rien aujourd'hui de l'espace francophone. On n'a qu'une image négative, pays pauvre en guerre ou immigrés clandestins ou je ne sais pas quoi. Mais ils ne connaissent pratiquement rien, contrairement à nos grands-parents qui connaissaient beaucoup plus de choses. Et contrairement aux Britanniques qui ont une bien plus grande connaissance de leur espace linguistique que nous. Parce qu'en Angleterre, il n'y a jamais eu ce niveau de censure. Je donne un exemple très simple pour que les gens comprennent. Les derniers Jeux de la francophonie, les Jeux olympiques en quelque sorte de la francophonie, qui ont eu lieu en 2000, il y a 2 ans, voilà, en juillet-août 2024, à Kinshasa. Ils ont été totalement censurés en France. Et la France est le seul pays francophone au monde où il n'y a eu aucun article pour en parler, rien. Le 0% soviétique, ou nord-coréen. Il n'y a eu que 2 articles qui ont été publiés, je crois, tout à la fin, le dernier jour lors de la cérémonie de clôture, et c'était peut-être suite à l'article que j'avais publié juste avant et qui avait eu un grand retentissement au niveau de l'espace francophone, qui pointait justement cette censure. Mais ça avait été pareil aux Jeux de la francophonie précédents, en Côte d'Ivoire, et même aux Jeux de la francophonie de 2009 en France, à Nice, qui avait été totalement censuré par la presse française, sauf par le journal local Nice Matin à l'époque. Et ça, on trouve ça nulle part ailleurs. Et ça, vous savez, ce n'est pas le fruit du hasard. Dans toute société humaine, vous avez une grande diversité d'opinions, une grande pluralité d'opinions. Vous avez donc forcément des journalistes qui s'intéressent à ça, à cet événement, à la francophonie, et qui ont envie d'en parler. Et puis parmi tous les autres journalistes qui ne s'intéresseraient pas à cela, eh bien, vous en avez certainement beaucoup qui, malgré cela, sont prêts à écrire quelque chose sur le sujet, par professionnalisme, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'actualité internationale dont il faut parler. Après tout, tous les médias francophones de tous les autres pays de l'espace, même en Belgique, en Suisse, on en parlait. Et en France, rien, 0%. Et quand vous arrivez au niveau du 0% soviétique, 0% nord-coréen, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc il y a vraiment des forces assez puissantes en France, politiques, médiatiques, qui font tout pour que les Français ne sachent rien de l'espace francophone. Aujourd'hui, même chez les catholiques les plus fervents, chez les jeunes, vous n'en avez presque aucun qui a entendu parler de la basilique Notre-Dame de la Paix à Moussoukro, en Côte d'Ivoire, qui est le plus grand édifice chrétien au monde. Plus grand
que la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est d'ailleurs une quasi-réplique. Personne ne sait ça aujourd'hui chez les jeunes, je l'ai constaté moi-même. Donc c'est vraiment très grave. Et ça, c'est fait exprès pour justement dévaloriser la France aux yeux des Français et pour leur présenter l'Union européenne, donc l'appartenance à l'UE, comme étant quelque chose de vital, sans lequel on ne pourrait rien faire parce qu'on est trop petit. Voilà. Et à ça se greffent aussi les atlantistes, naturellement, qui, eux, veulent vassaliser la France, l'affaiblir pour faire de la France et des pays européens un protectorat américain, par exemple. Voilà. Donc il y a des raisons indirectes, celle-ci, la censure, et des raisons directes, à savoir le fait que ça nous épuise financièrement et ça nous empêche d'être présents financièrement autant qu'il le faudrait dans ce vaste espace. Voilà. Est-ce que vous pensez que d'autres États membres de l'Union européenne, voire même l'institution Union européenne en tant que telle, cherchent à couper la France du monde francophone? Ben, bien sûr. En fait, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas l'institut. Bon, on ne peut pas généraliser peut-être, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Union européenne, dans sa manière de fonctionner, nous oblige à consacrer une grande partie de notre effort financier destiné au reste du monde aux pays de l'Union européenne, en pure perte. Et c'est pour ça que vous parlez souvent des aides publiques au développement. Voilà, en pure perte, parce que quand vous investissez, quand vous donnez des milliards à des pays de l'Union européenne, des pays d'Europe de l'Est, qui sont les principaux bénéficiaires, c'est en pure perte. D'ailleurs, il faut savoir, si vous voulez, on développe maintenant un petit peu cette question-là. Tout à fait, allez-y, allez-y. Il faut bien savoir que, contrairement à tout ce qu'on entend, une idée assez largement répandue, les plus grands bénéficiaires de nos aides publiques au développement sont les pays de l'Union européenne, et surtout les pays d'Europe de l'Est, qui prennent presque toute la totalité. Voilà, ce ne sont pas les pays du tiers-monde, et encore moins les pays francophones. Alors ça, c'est un petit peu masqué par le fait que les aides que l'on donne chaque année aux pays de l'Union européenne, on appelle ça la contribution française au budget de l'Union européenne. Voilà. Donc, mais en réalité, cette contribution, c'est quoi? C'est bien des aides publiques françaises et au développement, parce que l'on donne ces aides-là aux pays d'Europe de l'Est pour qu'ils rattrapent leur retard en matière de développement économique par rapport à l'Europe occidentale. Donc, c'est des aides publiques au développement. Voilà. Donc, peu importe la définition du terme APD qui est donnée par l'OCDE ou par d'autres organismes internationaux, en réalité, ce qu'on donne à l'Union européenne, les pays d'Europe de l'Est, c'est des aides publiques au développement. Et j'avais fait des statistiques d'ailleurs très poussées en la matière. Je les fais tous les 2 ou 3 ans parce que c'est assez lourd et aucun autre organisme ne les fait, malheureusement. Et quand on cumule tout l'effort, toutes les aides données par la France à des pays tiers, en Europe ou dans le reste du monde, eh ben on s'aperçoit que c'est toujours les pays d'Europe de l'Union européenne et Europe de l'Est qui en prennent la plus grande partie. En 2002, la dernière année pour laquelle j'ai fait une analyse, une étude approfondie, parce qu'il faut savoir que ça prend du temps aussi pour avoir les données détaillées, notamment les aides multilatérales, ça prend un certain temps, etc., pour que tout soit disponible. Donc les derniers chiffres relatifs à 2022, on était à 20% de l'effort financier global de la France destiné au reste du monde, qui était pour l'espace francophone, qui était à l'époque, donc qui a 600 millions d'habitants aujourd'hui, et à 37% pour l'Union européenne, principalement pour les pays d'Europe de l'Est. Et quand on fait la moyenne sur 2018-2022, donc 5 ans, on a une moyenne de 20% aussi pour l'espace francophone et de 38% pour l'Union européenne. Et ça, c'est en pure perte, parce que quand vous investissez tout cet argent en Europe de l'Est, vous n'avez aucun retour. Les pays d'Europe de l'Est, des pays baltes jusqu'à Chypre, mais bon, Chypre c'est tout petit, ça ne compte pas. Mais tous les pays d'Europe de l'Est, historiquement, s'orientent vers l'Allemagne. Donc c'est des pays qui achètent d'abord prioritairement des produits allemands. L'Allemagne a une part de marché dans ces pays. Si on prend toute l'Europe de l'Est, des pays baltes jusqu'à Chypre, c'est 13 pays d'Europe de l'Est et orientalement de l'Union européenne, elle a une part de marché qui est aussi entre 17 et 20% par année. En 2022, c'était 16,9%, je crois. Et la France, c'est toujours moins de 4%. Et c'était même 2,9% en 2022. Ça inclut la Grèce d'ailleurs ou pas? Oui, là je compte tous les 13 pays d'Europe de l'Est et orientale, membres de l'Union européenne, qui sont les principaux bénéficiaires de nos aides publiques au développement qu'on appelle contribution. Voilà. Et donc ces pays-là bénéficient toujours de la majorité de nos aides publiques au développement. Et là je ne parle que du net, du solde de nos aides publiques au développement, qui est d'environ 10 milliards d'euros par année. Et je ne prends en compte que la partie qui est vraiment
versés pour les pays de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que dans notre contribution nette au budget de l'Union européenne, vous avez une petite partie aussi, comme chaque année, qui est destinée aux aides bilatérales, aux aides, je veux dire, multilatérales, aux aides qui sont fournies par l'Union européenne à des pays tiers au titre de l'aide multilatérale et qui bénéficient parfois au monde francophone. Donc je calcule tout ça, j'ai tous calculé cela pour qu'il n'y ait pas de doublons. Et au final, on arrive à 37% en 2022 pour l'Union européenne et 20% seulement pour le monde francophone, en pure perte, parce que les pays de l'Union européenne achètent allemand. Donc en gros, quand vous leur donnez des milliards, eh bien, vous subventionnez l'économie allemande. C'est ce qui ça me fait penser à la fameuse expression « travailler pour le roi de Prusse », qui semble être un peu la doctrine de notre politique étrangère, malheureusement. Donc on leur donne de l'argent pour qu'ils achètent allemand. Alors que quand on donne de l'argent aux pays francophones, ils achètent souvent français. Et on peut même leur demander d'acheter français en échange de nos aides, comme le font les Chinois, comme le font les Turcs, comme le font toutes les puissances émergentes qui sont de plus en plus présentes dans l'espace francophone, alors qu'avec les pays de l'Union européenne, on ne peut rien demander. Rien. Aucune condition n'est possible. Donc ils font ce qu'ils veulent, et donc au final, il n'y a vraiment aucun retour sur investissement, une ingratitude totale. Et même au niveau militaire, ils achètent que des produits américains, des avions américains, donc en gros, avec notre argent, en gros. Voilà. Donc voilà, et ça, c'est le fait d'appartenir à l'Union européenne, donc qui nous empêche d'être présents comme il le faudrait dans le reste du monde, notamment francophone, ce qui explique notre perte d'influence dans ces pays-là. Quand on est moins présent financièrement, eh ben, au niveau géopolitique, on perd beaucoup d'influence, et au niveau économique, on perd d'énormes opportunités, et ça contribue aussi à l'affaiblissement de notre économie et à notre désindustrialisation aussi. Venons-en justement à ce point. Vous défendez vraiment l'idée que le monde francophone recèle un potentiel considérable. C'est une terre d'opportunités, on va dire ça comme ça. Vous avez même eu des propos très durs à l'égard de l'Algérie lorsqu'on parlait à Alger de remplacer le français comme première langue apprise après l'arabe, enfin la version locale de l'arabe, au profit de l'anglais. Ça n'a pas été fait d'ailleurs. Et vous avez dit que l'Algérie détruirait son avenir en faisant ça. Oui, alors là, comment dire? Alors déjà, l'espace francophone dont vous avez parlé, il faut déjà le présenter un petit peu. C'est un énorme espace qui, dans sa définition la plus stricte, c'est-à-dire en tenant compte que des pays qui sont vraiment francophones. Hein. Je ne parle pas de la Roumanie, je ne parle pas du Liban, qui n'est pas un pays francophone. Ils ne répondent à aucun des critères pour être francophones. Mais qui sont membres de l'Organisation internationale membres de l'OIF, qui était une structure d'abord politique qu'autre chose. La moitié des membres ne sont pas francophones à l'OIF. Il y en a voilà, ça ne cesse de s'agrandir, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu comme l'Union européenne. Voilà. Mais en ne parlant que des pays vraiment francophones, ce qui exclut donc plein de membres de l'OIF, plein de pays où il y a beaucoup de gens qui sont francophones, mais qui ne sont pas pour autant dans un pays qui est francophone, parce qu'un pays francophone, c'est quoi? C'est un pays où le français, c'est la langue, seule ou avec d'autres langues locales, de l'administration, des affaires, des réseaux sociaux, de l'enseignement, des médias. Voilà. Donc si au moins une de ces conditions n'est pas réunie, alors le pays en question n'est pas un pays francophone. Donc la Roumanie, ce n'est pas francophone, le Liban, ce n'est pas francophone, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui apprennent le français que c'est un pays francophone. Vous avez beaucoup de pays dans le monde où le français est obligatoire à l'école, notamment en Afrique. Il y en a plein ces dernières années qui ont rendu le français obligatoire pour tous à l'école, pays non francophones. Ça n'en fait pas pour autant des pays francophones. Donc si on parle uniquement des pays vraiment francophones, et que l'on compte uniquement la partie francophone de la Belgique, la partie francophone de la Suisse, du Canada, etc., et bien au final, c'est un espace de 16 millions de kilomètres carrés, 16,3 millions de kilomètres carrés. C'est 4 fois l'Union européenne tout entière. On peut faire en gros 6000 kilomètres d'Alger jusqu'au sud-est de la RDC en ligne droite, en ne parlant que français. On peut faire 4000 kilomètres horizontalement de Dakar jusqu'à l'est du Tchad en ne parlant que français. C'est un espace qui est très vaste. Et c'est un espace qui connaît une double émergence économique et démographique. Démographique parce qu'on est maintenant à 600 millions d'habitants, qu'on vient de passer en 2025. On avait d'ailleurs dépassé l'espace hispanophone en 2011, si je me souviens bien, qui est aujourd'hui à 470 millions, 480 millions d'habitants à peu près. On est aussi devant l'espace arabophone, qui est un peu moins peuplé que nous, qui est à peu près autour de 500 millions. Et qui est à cheval sur les deux aussi. À cheval sur les deux, comme plein de pays dans le monde qui ont différentes langues, différentes cultures. Voilà. Donc il y a une formidable émergence démographique. On a
quintuplé pratiquement la population de cet espace depuis 1950, et qui est accompagnée d'une émergence économique aussi, dont on ne parle pas assez. Voilà, aujourd'hui, l'Afrique francophone est un des principaux relais de la croissance dans le monde, et c'est d'ailleurs, et contrairement à toutes les informations erronées qu'on entend souvent, toutes les bêtises qu'on entend un petit peu partout, c'est la partie la plus dynamique du continent africain. L'Afrique francophone, chaque année pratiquement, c'est la partie qui connaît globalement les taux de croissance les plus élevés, qui connaît le taux d'inflation le plus faible, qui connaît le taux d'endettement le plus faible. Et je ne parle même pas des questions sécuritaires et autres, c'est globalement la partie la plus stable. Vous savez, on parle souvent des problèmes qu'il y a dans tel ou tel pays, mais si vous regardez ce qu'il y a dans les pays anglophones voisins, vous voyez que c'est 10 fois pire, 20 fois pire, 30 fois pire. Voilà, donc regardez par exemple ce qui s'est passé au Soudan, ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, en 2 ans, en 1 an et demi de conflit, vous avez déjà plus 150 000 morts ou plus, c'est-à-dire bien plus de morts qu'il y en a eu en 65 ans depuis les indépendances dans tous les pays d'Afrique subsaharienne francophone qui étaient anciennement des colonies françaises. Oui, donc sans la RDC. Voilà, sans la RDC. Qui d'ailleurs, là, il y a l'implication américaine qui a vraiment fait de très graves dégâts là-bas. Avant, c'est une longue histoire. Mais en tout cas, dans les zones anciennement françaises, il y a vraiment un écart considérable. En Côte d'Ivoire, même dans les années 2010, il y a eu des problèmes politiques, années 2000, pardon, qui ont fait peut-être 4 000, 5 000 morts. Mais en Sierra Leone, au Libéria voisin, c'est 150 000, 200 000 morts. Et pour des pays beaucoup moins peuplés. Voilà. Et si vous faites, en Éthiopie, il y a entre fin 2020 et fin 2022, cette guerre du Tigré, ce quasi-génocide qui a fait 600 000 morts, plusieurs fois plus de morts que dans toute l'Afrique francophone, anciennement française, depuis l'indépendance. À Madagascar, il y a eu des tensions récemment en septembre-octobre, il y a eu une vingtaine de morts. On en a beaucoup parlé. C'est triste, 20 morts. En Tanzanie anglophone voisine, quelques jours après, il y a eu une répression qui a fait en 3 jours 1000 morts environ. Certains disent 2000. Environ 1000 morts en 3 jours seulement, pour que la présidente puisse se maintenir au pouvoir. Voilà, donc en fait, à chaque fois que vous avez un cercueil, malheureusement, du côté francophone, vous avez un camion rempli de cercueils sur plusieurs étages du côté anglophone, et c'est comme ça depuis les indépendances. Et au niveau économique, il y a une différence colossale. Si je fais calcule la croissance globale, par exemple sur la décennie 2014-2023, période assez longue, j'ai été le seul avec le CERM à faire ces statistiques-là, hélas, malheureusement, mais ce n'est pas important de les faire. Eh ben, on arrive à un taux de croissance annuel moyen de 3,9% par an, presque 4% par an en moyenne annuelle pour les 22 pays francophones d'Afrique subsaharienne. 3,9%. C'est le double pratiquement de la partie non francophone de l'Afrique subsaharienne, seulement 2%. L'écart est colossal. Au niveau de l'inflation, c'était 4% en moyenne annuelle contre 17% côté anglophone. Aujourd'hui, vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui a produit 37 fois moins de pétrole en 2024 que le Nigeria et qui dépasse le Nigeria en PIB par habitant. Vous avez même le Bénin qui ne produit pas une goutte de pétrole qui dépasse maintenant le Nigeria en PIB par habitant. Et la Côte d'Ivoire dépasse même l'Angola, qui est non francophone mais lusophone, alors qu'elle a produit, l'Angola, 31 fois plus de pétrole en 2024, et en plus c'est le quatrième producteur mondial de diamants. Donc les pays francophones réalisent des exploits incroyables, et tout ça on n'en parle pas. Certes, il y a 2-3 pays qui ont des problèmes, mais ça cache la majorité des pays qui avancent, et qui avancent vite, et qui en plus ont fait d'incroyables progrès en matière de bonne gouvernance. Aujourd'hui, vous avez des pays francophones d'Afrique subsaharienne qui sont moins touchés par la corruption que des pays membres de l'Union européenne. Dans le dernier classement de l'indice de perception de la corruption qui a été publié en février 2025 par Transparency International, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, qui sont des champions de la croissance en Afrique, des vrais champions, pas des faux comme le Rwanda, qui est une véritable escroquerie en matière de... Il faut savoir que près de 50% des exportations du Rwanda aujourd'hui, ça vient du pillage des richesses du Congo. C'est un cas unique au monde. Il n'y a pas d'autre équivalent au monde. Et c'est uniquement à cause de la protection américaine depuis 30 ans. Donc c'est vraiment une escroquerie. Et en plus, le Rwanda est même un des pays les plus pauvres d'Afrique, 37e en Afrique en matière de PIB par habitant, au niveau du Nigeria à peu près. Il se fait dépasser par
largement par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et plein d'autres pays francophones. Donc il y a vraiment beaucoup de mensonges à ce niveau-là. Petite parenthèse fermée. Et d'ailleurs, c'est un pays anglophone, qui est devenu anglophone, ce qui a été arraché par les anglo-saxons, c'est une autre histoire, un autre sujet, et auquel l'anglais n'a apporté aucun bénéfice, puisque c'est toujours le 37e en Afrique, un des pays les plus pauvres, les plus arriérés, les moins industrialisés d'Afrique, très loin derrière le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, etc. Bon, malgré toute la propagande et toutes les agences de communication qu'ils payent chaque année, et tous les clubs de foot qu'ils sponsorisent, etc. Bon. Eh bien, aujourd'hui, vous avez un dynamisme incroyable, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont parmi les champions de la croissance en Afrique. D'ailleurs, sur la décennie 2014-2023, 8 des 10 pays africains ayant réalisé la plus forte croissance étaient francophones. Et ces trois pays-là, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, sont classés 69e au niveau de l'indice de la perception de la corruption, publié par Transparency International. La Bulgarie, 76e. La Hongrie, 82e. Donc ils sont même aujourd'hui mieux classés que certains pays membres de l'Union européenne et encore bien mieux que d'autres pays du continent européen, comme dans les Balkans, qui dépassent la 100e place pour la Serbie et la Bosnie. Donc il y a vraiment une nouvelle élite qui a émergé ces dernières années dans l'espace francophone, dans sa partie sud, qui est capable de bien gouverner des pays, de gouverner sérieusement leur pays, d'où des taux de croissance très importants et de manière constante, et tout ça on n'en parle pas. Il ne faut pas que les Français le sachent. Pire encore, on nous empêche d'en profiter en nous empêchant de pouvoir investir toutes les sommes qu'on devrait y investir parce qu'on doit les investir en Europe de l'Est, plutôt que de le faire là-bas. Donc on est perdant sur tous les niveaux. Et ça, c'est très grave, malheureusement. Et pour l'Algérie, oui, donc là il y a beaucoup d'exagération, il y a beaucoup de postures, etc. C'est très politique. Très politique, c'est un cas un peu particulier. C'est un pays qui n'a pas suivi la même évolution, hélas, que la Tunisie et le Maroc depuis leur indépendance, qui sont très francophones. L'Algérie est toujours un pays francophone, d'ailleurs, il ne faut pas croire le contraire, il y a beaucoup d'exagération et tout. Mais je dirais que pour résumer, si on entend de plus en plus de personnes dans l'espace francophone, surtout dans les pays du Maghreb, parler aujourd'hui de l'anglais, il faut remplacer le français par l'anglais, ça fait des années qu'ils le disent, hein, etc. Eh bien, c'est en grande partie à cause de l'anglicisation de la France, qui elle-même est due à notre appartenance à l'Union européenne. La France est de plus en plus anglicisée. Il faut savoir que l'Union européenne, le continent européen, en tout cas sa partie qui est membre de l'Union européenne, est la partie la plus anglicisée au monde, de très loin. On n'arrête pas de nous dire que la France est mauvaise en anglais, c'est totalement faux, c'est un mensonge absolu. Au dernier classement en la matière, classement EFPI qui a été publié en novembre dernier, voilà, on était classé 38e mondial. Donc c'est être capable de tenir une conversation en anglais. Voilà, en gros, la population active, voilà, capacité à parler en anglais, même à travailler un petit peu, etc. Voilà. Mais en tout cas, surtout à s'exprimer correctement, se faire comprendre correctement. Bref, une certaine maîtrise appréciable de la langue anglaise. Voilà, on était 38e mondial. C'est-à-dire, on est même d'ailleurs devancé par quelques pays anglophones, on se demande ce qu'ils font dans le classement d'ailleurs. Mais en tout cas, on était très loin, très très loin, devant la Chine ou le Japon, à qui on n'a aucune leçon à donner en matière de compétitivité, de dynamisme économique, d'exportation, etc. La Chine, 86e, le Japon, 96e. Et ça, on ne vous le dira jamais. On vous parlera toujours des Pays-Bas qui sont les premiers, ou je ne sais pas quel autre pays européen, ou l'Allemagne, etc. Mais nous avons, on est une grande puissance, on a un rang à tenir dans le monde, il faut se comparer avec les autres grandes puissances. La Chine, 86e. Et la Chine multiplie depuis quelques années les mesures d'interdiction de la langue anglaise dans le pays. Aujourd'hui, il y a pas mal d'universités en Chine, même prestigieuses. Il y a même une université dont j'ai oublié le nom, mais j'avais publié un article sur ça il y a 2 ans, une université technologique, 60 000 étudiants, qui a décidé il y a 2 ans d'interdire les tests d'anglais pour pouvoir être admis à l'université et de les interdire également pour pouvoir avoir un diplôme. Voilà. À Shanghai, les écoles primaires ont décidé d'interdire, c'est-à-dire de supprimer les examens d'anglais. Donc que vous soyez bon en anglais ou nul en anglais, vous pouvez passer. Ce qui compte, c'est vos notes dans les autres matières. Il y a des mesures aussi d'interdiction de l'anglais
qui ont été prises au Québec. Au Québec, il y a un grand nettoyage qui a été fait il y a 2 ans à On Montréal reviendra sur pour le enlever Québec, bien sûr. l'anglais, etc. Bref, il y a une tendance mondiale, je dirais, qui semble accompagner ce qu'on appelle la dédollarisation. Je dirais que parallèlement à la dédollarisation, il y a une certaine désanglicisation aussi. Et nous, en Europe, c'est tout le contraire. On s'anglicise à outrance, et à cause justement de ceux qui veulent nous angliciser avec acharnement pour nous affaiblir et nous vassaliser. Et nous faire croire, nous faire oublier qu'il n'y a pas un monde francophone important, etc., que notre langue française, ce n'est rien, ce n'est pas important. Et donc, à force d'être anglicisés nous-mêmes dans notre propre pays, plein de choses se font en anglais en France, c'est incroyable, ça choque les étrangers. Un exemple très simple, personne n'a fait attention à sa pratique. Comme j'avais écrit ça dans un article il y a 2 ans, quand le président Lula était venu s'exprimer au concert pour la planète en juin 2024, je crois, à Paris, au Pied de la Tour Eiffel. Il y a un grand concert pour la planète qui est organisé au Pied de la Tour Eiffel. Tout a été fait en anglais, et uniquement en anglais. C'est-à-dire toutes les présentations, toutes les prises de parole des animateurs, à part le bonjour au début, tout a été en anglais. Et quand le président Lula a pris la parole sous les applaudissements, son discours a été traduit uniquement en anglais, au pied de la Tour Eiffel. Pas un mot de français. Et ça, c'est très révélateur de cette politique d'éradication qui est en train de se faire dans notre pays du français, et dont les Français n'ont pas assez conscience, ils ne le voient pas assez. Mais je peux vous dire que le président Lula a été vraiment très surpris, à mon avis, parce que chez lui au Brésil, ça ne se passe pas comme ça. Hein, quand il y a des invités étrangers, c'est traduit en portugais, en d'autres langues s'il le faut. Donc quand les étrangers francophones ailleurs voient ce qui se passe en France, forcément ils se disent mais pourquoi défendre le français si les Français eux-mêmes n'en veulent pas, n'en veulent plus. Voilà, donc c'est très néfaste. On a beaucoup évoqué l'Afrique à cette occasion, ce qui est évidemment la plus grande, enfin démographiquement et territorialement la plus grande zone francophone du monde. Mais il y a un autre endroit où le français résiste, comme dans les BD Astérix et Obélix, c'est au Québec. Et vous vous êtes déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises intéressé au Québec. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Québec? Est-ce que vous pensez que le Québec est destiné à s'effacer dans la fédération canadienne anglophone, voire même dans une fédération anglophone nord-américaine, puisque on voit que les États-Unis ont de nouveau des appétits sur le Canada, ou est-ce que vous pensez au contraire que le Québec va rester un îlot de francophonie en Amérique du Nord? Alors, pour le Québec, là aussi, contrairement à pas mal d'idées reçues, d'un point de vue purement linguistique, je ne me fais pas vraiment de soucis. Parce que le Québec a acquis depuis plusieurs années une très grande autonomie. C'est un État pratiquement semi-indépendant. C'est un État surtout qui a le contrôle législatif sur les lois, hein, qui sont en vigueur sur son territoire. Et c'est une province qui a le contrôle de son immigration, qui est capable de décider d'elle-même qui elle veut recevoir, qui elle ne souhaite pas recevoir en fonction de ses intérêts, des spécificités culturelles de la province, etc. Et ce contrôle, le niveau de contrôle de l'immigration est vraiment très élevé. Contrairement à ce que certains de nos amis québécois, indépendantistes notamment, nous disent, voilà, je peux l'affirmer pour avoir vraiment bien étudié la question pendant très longtemps. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Acadiens du Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, c'est un cas de figure totalement différent. La partie francophone du Nouveau-Brunswick, un tiers à peu près, et ben là, ces francophones n'ont aucun pouvoir politique, ils ne contrôlent rien du tout. Donc, par conséquent, leur avenir est menacé. Et curieusement, là, on ne les entend pas beaucoup. Hein. Alors qu'au Québec, il y a beaucoup de bruit, mais pour finir, en réalité, c'est plutôt, je pense que d'un point de vue linguistique, il n'y a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter. D'ailleurs, si on regarde l'évolution des choses depuis un siècle et demi, on s'aperçoit qu'il y a en réalité un renforcement du français dans la province. Une ville comme Montréal en 1850 était à moins de 50% francophone. Aujourd'hui, elle est clairement majoritaire, aux 3/4 à peu près de 80%, tenant compte de la grande banlieue de Montréal. La ville de Québec, capitale nationale, était à 60% francophone, n'était plus qu'à 60% francophone en 1850, alors qu'elle est à 97% francophone aujourd'hui, c'est-à-dire 100%, puisque forcément tout le monde ne peut pas vivre sans être francophone dans cette ville. Voilà. Et au niveau de l'immigration dont on parle souvent, d'un point de vue linguistique,
Il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, avant que le Québec n'obtienne le droit de gérer par lui-même sa politique migratoire, il y avait 80% des immigrés, à peu près, qui choisissaient l'anglais comme première langue officielle. Français ou anglais, c'était l'anglais pour 80% des gens. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on est à peu près 80% des gens, 80-85% des étrangers, qui choisissent le français, au final. Pas forcément peut-être la première année, bien sûr, mais au bout de 10 ans, 15 ans, et surtout au niveau de leurs enfants, encore plus. Là, je parle surtout d'ailleurs de la descendance, de la première génération, de la seconde génération, ou de la première génération née dans la province. Là, on est plutôt à 80-85% qui deviennent francophones à cause de ce cadre réglementaire, législatif, qui impose, par exemple, aux étrangers de mettre leurs enfants à l'école francophone, pas à l'école anglophone. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses quand même positives et beaucoup d'exagération en la matière. Par contre, au niveau, et puis d'ailleurs, les lois qui ont été faites au Québec ces 2-3 dernières années au sujet du renforcement de la langue française démontrent très clairement ce haut niveau d'autonomie de la province. D'ailleurs, ça leur a valu se mettre à dos tout le reste du Canada anglophone, qui a hurlé à la discrimination, au racisme, etc., etc. Mais ça n'a pas empêché le Québec de faire voter cette loi et d'avoir fait le grand nettoyage ces 2 dernières années à Montréal au niveau de l'affichage des choses en anglais qui commençaient à être trop nombreux au détriment du français. Donc maintenant, l'anglais a en bonne partie disparu du centre-ville de Montréal. En tout cas, la primauté du français est bien respectée partout aujourd'hui. Parce que la loi d'ailleurs là-bas au Québec, on la respecte. Ce n'est pas comme en France où vous avez des lois chez nous qui sont censées protéger la langue française, mais qui ne sont presque jamais appliquées, hélas. On n'a pas du tout la même justice, le même fonctionnement au niveau de la justice en France qu'au Québec là-bas, qui est beaucoup plus exemplaire là-bas que chez nous. Et par contre, au niveau, je dirais, politique, là, il y a un problème. C'est que le poids démographique du Québec baisse d'année en année au Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a une immigration beaucoup plus importante du côté canadien anglophone que du côté québécois francophone. Pourquoi? Parce que les Québécois, tout simplement, ne veulent pas trop d'immigrés. Ils en reçoivent déjà beaucoup, mais ils font en sorte de ne pas en avoir trop pour garder ce caractère francophone dans la province, parce que plus il y a d'immigrés, plus, même s'il y a des lois qui les obligent quelque part à devenir francophones, ça complique la chose quand même, si vous avez un afflux monumental d'immigrés non francophones. Et cette crainte n'existant pas ailleurs au Canada, vous avez donc un taux de croissance démographique final qui est beaucoup plus important ailleurs, et donc un affaiblissement démographique du Québec au Canada. Et donc ce qui fait qu'à terme, si le Québec reste au Canada, il va descendre bientôt en dessous des 20%. Peut-être qu'à terme, il sera à moins de 15%, etc. Et donc bientôt, il n'aura plus son mot à dire sur les grandes décisions politiques prises au niveau fédéral. Et le Québec sera de plus en plus obligé de subir des politiques économiques fédérales et des politiques étrangères canadiennes qui pourraient être totalement très différentes, très éloignées des aspirations des Québécois. Par exemple vis-à-vis de pays francophones ou autres. Voilà. Donc, c'est donc ce qui fait qu'au final, je pense que l'indépendance du Québec est nécessaire aussi. Tout à fait. Voilà. Donc il doit y avoir aussi un référendum, comme chez nous. Il faudrait qu'il y ait un référendum, un autre référendum. Et voilà. Et là aussi, il y a tout un travail de pédagogie à faire, parce que comme en Europe, il y a pas mal de partis qui essayent toujours de faire peur aux gens. Donc il y a un grand travail de pédagogie à faire pour que les Canadiens francophones, les Québécois francophones n'hésitent pas à sauter le pas. Voilà. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser, une petite parenthèse, petite anecdote, c'est que j'ai lu récemment qu'il y a une petite île dans les îles en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'appelle l'île Bougainville. Voilà, qui tire son nom de l'explorateur français qui avait découvert la ville. Et bien cette île-là, il y a quelques années, en 2019, je crois, avait organisé un référendum sur l'indépendance. Il y avait plus de 90% de gens qui ont voté pour, donc ils n'ont pas eu peur de dire non. Et il y a quelques mois, ils viennent de déclarer qu'ils allaient déclarer unilatéralement leur indépendance en septembre 2026. Voilà, donc si vous avez des tout petits pays qui sont au bout du monde, qui n'ont pas le centième des moyens et de la force qu'a le Québec, qui n'hésitent pas à franchir le pas, donc à devenir indépendants, et bien les Québécois n'ont aucune raison d'avoir peur. Voilà.
Un petit point, si vous le voulez bien, sur l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que cette organisation aujourd'hui est dépassée? Est-ce qu'il faudrait la modifier? Est-ce qu'il faudrait la changer? L'OIF, en fait, c'est une organisation euh, qui est devenue plus politique que culturelle depuis un certain nombre d'années, d'où son élargissement à outrance, qui fait que beaucoup de ses membres ne sont pas francophones, et qu'ils ne font d'ailleurs presque rien pour promouvoir la langue française dans le monde et même dans leur propre pays. Voilà. Et puis, l'OIF, le problème aujourd'hui, bon, ça reste une simple organisation internationale qui ne peut pas avoir vraiment de pouvoir si les membres qui la constituent n'ont pas une réelle ambition pour la francophonie. Et aujourd'hui, le principal membre de cette organisation, qui est la France, n'a pas d'ambition, n'a pas vraiment d'ambition en la matière. Donc forcément, ça ne peut qu'affaiblir cette organisation, qui est d'ailleurs d'autant plus faible qu'elle est souvent, que le choix des dirigeants de l'OIF est souvent dicté par des petits calculs politiques, par des intérêts géopolitiques, etc., qui ont amené notamment à l'élection de Mme Mouchi Kiwabe, la Rwandaise, à la présidence de l'OIF, et qui ne fait clairement rien pour développer la francophonie. Voilà. Elle va même d'ailleurs jusqu'à bloquer toute décision ou toute condamnation de l'agression rwandaise de la RDC, qui est le plus grand pays francophone du monde. Donc c'est un truc quand même incroyable. Voilà, donc c'est une organisation aujourd'hui qui, de facto, n'a pas de pouvoir. Voilà, n'a aucune réelle utilité. Voilà. Et en tout cas, à terme, ce qu'il faudrait, c'est déjà que les États membres aient un peu plus d'ambition, surtout la France, et il faudrait aussi que les personnes soient élues en se basant sur les critères de la compétence, et pas sur des petits calculs politiciens, géopolitiques, etc. Et il faudrait aussi accroître la dimension économique de cette organisation, pour qu'elle s'intéresse un peu plus aux questions économiques. Développer les échanges économiques entre pays francophones. Là, il y a un travail à faire. On en parle beaucoup, la francophonie économique, depuis quelque temps au niveau de l'OIF, mais c'est encore assez balbutiant. Et comment est-ce que ça pourrait être le contraire, quand on sait que la France, qui est le principal contributeur de l'OIF, est épuisée financièrement par son appartenance à l'Union européenne? Donc voilà, donc on en revient toujours à la même chose, l'Union européenne, l'appartenance de la France à l'Union européenne qui nous empêche de nous intéresser au monde francophone et qui affaiblit l'OIF. Voilà. Dernière question, en fait, vous m'avez assez surpris, puisque dans une assez récente intervention de votre part, vous avez pris le contre-pied d'un discours médiatique ambiant qui est de présenter la France comme une puissance moyenne, qui au fond n'est presque qu'une puissance régionale, on en revient à la question européenne, même s'il y a l'outre-mer, puisque vous avez affirmé que non, la France n'est pas une puissance moyenne, la France est toujours une grande puissance. Et ça m'a vraiment interpellé, donc j'aimerais que vous reveniez sur cette intervention de votre part. Ben, la France est une grande puissance, c'est une évidence. Donc, alors bien évidemment, on n'arrête pas de nous dire le contraire depuis des années, pour nous dévaloriser à nos yeux la France et nous faire accepter notre appartenance à l'Union européenne, présentée comme vitale, etc. Mais si la France n'est pas une grande puissance, alors qui l'est, franchement, à part les États-Unis? Il ne peut pas y avoir qu'une seule grande puissance dans le monde. Il y a toujours plusieurs, 3, 4 grandes puissances, voilà. Et la France en fait partie. D'un point de vue, si on prend, vous savez, pour savoir si un pays est une grande puissance ou non, il faut tenir compte de tous les critères de puissance. Ce n'est pas seulement l'économie, comment dire, la diplomatie, la technologie. Il faut tout prendre en considération. C'est comme lorsqu'on souhaite comparer les élèves d'une classe, eh ben on les compare en fonction de leur moyenne globale, en fonction des notes qu'ils ont obtenues dans toutes les matières. On ne les compare pas uniquement sur une matière. On regarde la totalité, la moyenne globale, et là on peut dire qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Et si on suit le même raisonnement pour comparer les pays, les puissances mondiales, eh ben la France est certainement la deuxième ou troisième puissance mondiale, deuxième ou troisième au coude à coude avec la Chine. Et je n'ai pas peur de le dire, ça fait des années que je le dis car c'est une réalité. D'un point de vue économique, par exemple, on est, comment dire, alors déjà en économie, on parle beaucoup de l'économie, on serait la sixième ou septième puissance mondiale, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça c'est le PIB.
Déjà, l'économie, c'est un des éléments de la puissance. Voilà. Mais là, c'est seulement le PIB global qui dépend en grande partie de la population. Donc vous avez des pays forcément comme l'Inde qui nous ont dépassés, et l'Inde qui finira par dépasser bien évidemment bientôt l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Mais ça n'en fait pas pour autant une grande puissance. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est un pays qui reçoit chaque année des milliards d'euros d'aide au développement. Voilà, l'Inde, ce n'est pas la Chine. La Chine est une grande puissance économique. L'Inde, à population égale, exactement la même population, pèse 5 fois moins. 5 fois moins que la Chine. Donc en gros, sur un ring, il faudrait mettre 5 Indiens pour avoir le même poids qu'un Chinois, si on peut dire. Voilà, c'est bon. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas une grande puissance. L'Inde est très loin d'avoir... Pour être une puissance économique, c'est quoi? C'est la capacité à se projeter financièrement dans le reste du monde. La capacité à financer aussi chez soi-même, dans son propre pays, des grands projets. La capacité à se projeter financièrement dans le reste du monde à travers ses aides au développement ou à travers ses multinationales. Est-ce que l'Inde a ces capacités-là? Absolument pas. Pas du tout. Donc l'Inde, ce n'est pas une grande puissance mondiale. Donc même s'il est devant nous dans le classement économique, ça ne veut pas dire que c'est une grande puissance qui est supérieure à la nôtre. Voilà. Et au niveau militaire, alors bien évidemment, on est très loin devant l'Allemagne, on est très loin devant le Japon. On est très loin devant plusieurs autres puissances qui sont considérées, même d'ailleurs devant la Russie. Je dis souvent que globalement, d'un point de vue militaire, on est bien plus fort que la Russie. Et ça, je l'ai écrit dès 2016. Dans une revue de géopolitique africaine, j'avais déjà noté à l'époque que nous étions devant la Russie. Et un haut fonctionnaire à l'époque m'avait dit, que j'avais croisé avec lequel j'avais déjeuné, il m'avait dit, c'est quand même un petit peu osé de le dire. J'ai dit, mais c'est la réalité. Et là, je n'ai pas attendu la guerre en Ukraine pour arriver à cette conclusion. La Russie n'a pas réussi à battre l'Ukraine, à venir à bout de l'Ukraine, qui n'avait pas, au début de la guerre, le centième de notre puissance militaire, l'Ukraine. Et malgré ça, la Russie n'a pas réussi à en venir à bout. Et jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que l'Ukraine n'a toujours pas, malgré tous les ravitaillements, etc., n'a toujours pas le 10e de notre puissance militaire, la Russie n'arrive pas à en venir à bout. Voilà, donc la Russie n'est pas cette puissance que l'on croit, en dehors, en tout cas au niveau des armes conventionnelles. Vous savez, on a un matériel qui est extrêmement puissant, qui est beaucoup plus puissant et plus efficace que les armes russes. Au niveau militaire, l'aviation, les avions russes, notre aviation est largement supérieure. Au niveau de la marine, largement supérieure. Même au niveau des chars terrestres, largement supérieure. Et vous savez que la technologie, c'est très important dans toute guerre. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, vous avez les chars allemands qui, dans plusieurs batailles, effectivement, ça détruisait un nombre incroyable de chars russes ou même de chars américains lors des premières batailles qui ont eu lieu en Afrique du Nord, en Tunisie. En gros, pour un char allemand de perdu, on avait 13 ou 14 du côté russe ou américain. Ça, c'est la différence au niveau de la technologie. Et nous, notre technologie est largement supérieure à celle des Russes dans tous ces domaines-là. Et quant aux armements nucléaires, alors bien évidemment, ça par définition, ce n'est pas utilisable. Si la Russie utilise son arme nucléaire contre la France, s'ils veulent rayer Marseille de la carte, comme avait dit Brejnev dans les années 60 pour intimider le général de Gaulle, en lui disant « si on attaque l'Allemagne et que vous, France, vous intervenez, nous, URSS, on lance une bombe atomique sur Marseille ». Et le général de Gaulle, il ne s'est pas mis à dire « oh, excusez-moi » ou bien « oh, je vais appeler les Américains au secours ». Non, non. Il a dit « et nous, on lancera une bombe atomique sur Leningrad et sur Moscou ». Voilà, donc du tac au tac. Et puis au niveau aussi des capacités de renseignement militaire, satellitaire, espionnage satellitaire, écoute des câbles sous-marins, on a une puissance qui est considérablement supérieure à la Russie en réalité. Donc au niveau aussi, donc, les autres critères de puissance, le niveau diplomatique, on est la deuxième ou troisième puissance diplomatique je pense aujourd'hui, peut-être après la Chine qui nous est passée devant. Au niveau technologique, au niveau spatial, nous sommes la première puissance spatiale européenne et de loin. Voilà, la Chine ne nous a pas encore rattrapés, je pense, peut-être qu'elle le fera bientôt, mais en tout cas au niveau européen, on est de loin les premiers. Ariane, Airbus et tout le reste, c'est nous avant tout. Et on nous fait oublier, on nous fait exprès oublier ces choses-là. Voilà, au niveau de la puissance culturelle, le français c'est la deuxième langue apprise dans le monde, après l'anglais. Et puis on a un espace francophone qui connaît une émergence incroyable, économique et démographique. Donc au niveau de l'espace géographique, qui inclut
l'espace maritime, forcément. Eh ben, la France est un des pays les plus grands au monde. On a le deuxième espace maritime mondial, ce qui signifie qu'au total, espace, superficie terrestre et maritime, on est sixième ou septième plus grand pays au monde. On est d'ailleurs le pays au monde qui a le plus de pays frontaliers dans le monde. On a, je crois, 31 ou 32 pays frontaliers, j'oublie les chiffres exacts, surtout maritimes, devant l'Angleterre qui est à 25, je crois, et les États-Unis 18, je crois. Voilà. Donc, globalement, si on calcule tout, si on prend tout en considération, on est une très grande puissance. Mais on fait tout pour le faire oublier aux Français, pour justement nous faire accepter cette construction européenne, pour nous faire accepter notre appartenance à l'OTAN. Alors, sans les Américains, on ne peut rien faire, mais si demain on se fait attaquer par la Russie, on n'a pas du tout besoin des Américains, pas du tout. Et si on se met d'accord avec les Allemands ou avec les Autrichiens pour les protéger, eh ben, ils n'auront pas du tout besoin des Américains, pas du tout. Voilà. Mais ça, malheureusement, on ne le dit pas assez aux Français et on fait tout pour qu'ils l'oublient. Voilà. C'est un très beau message de fin d'entretien. Je vous remercie, Ilyes Gouari, pour être venu, pour avoir accepté de répondre à nos questions, pour avoir accepté de développer à la fois votre passion, votre cœur de recherche. On sent que vous êtes, ça vous habite. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, la partager et à l'aimer, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Nous avons besoin de vous pour notre développement. Nous vous en remercions.